Dès que les frontières du Japon seront réouvertes, nous serons des milliers à nous ruer sur les billets d'avion pour y retourner. Normal. Mais quelle compagnie aérienne choisir pour aller au Japon? Il y a le choix. Et il se trouve que j'ai travaillé pendant 10 ans en agence de voyage. Alors je me suis dit que ce serait peut-être cool de vous faire profiter un peu de mon expérience. Donc dans cette vidéo, on va parler évidemment des différentes compagnies qui peuvent vous emmener au Japon, mais j'en profiterai également pour vous glisser quelques petits conseils ici ou là. Ça peut toujours servir même pour d'autres destinations. Non, ne me remerciez pas, c'est... Ou plutôt, vous savez quoi? Le meilleur moyen de me remercier, ce sera tout simplement de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et si vous l'êtes, un joli pouce bleu fera l'affaire, allez. Bon, je dois vous prévenir par contre, la vidéo va être un peu longue, mais c'est justement parce que je vais y mettre un max d'infos et de conseils. Donc, en vrai, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Sur ce... Les passagers à destination du Japon de Dock Japan sont priés de se présenter immédiatement à l'embarquement Porte-Neuf, s'il vous plaît, merci. Prendre un billet d'avion pour le Japon, ça n'a rien de bien compliqué. Avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, c'est presque un jeu d'enfant. Et pour ce qui est de choisir la compagnie aérienne, ça dépend évidemment d'abord des affinités de chacun. Pour simplifier, disons qu'il y a deux écoles. Les habitués, qui connaissent les différentes compagnies, ce qu'elles ont à offrir, et puis qui à force savent d'avance avec laquelle ils veulent voyager. Et puis il y a les autres, ceux qui ne voyagent pas très souvent, pour qui le Japon est un voyage de rêve qu'ils attendent parfois depuis des années. Peut-être même que certains n'ont jamais pris l'avion, qui sait. Mais cette vidéo s'adresse à tous. Parce que même si on est genre un businessman qui passe la moitié de sa vie en l'air... Entre New York et Singapour... Entre Paris et Tokyo plutôt. Bref, plus on en sait, moins on risque de se faire avoir. Et lorsqu'on prépare un tel voyage, on n'a pas vraiment envie de se tromper. Je vais donc vous donner quelques tuyaux qui devraient déjà bien vous aider. Mais attention, j'insiste quand même sur le fait que malgré l'expérience dont je dispose dans ce domaine, cette vidéo ne remplacera jamais le travail d'une vraie agence de voyage. Vous êtes sans doute nombreux à penser que de toute façon, on peut tout réserver en ligne, alors autant vous dire tout de suite quelle est la compagnie la moins chère, et puis voilà. Franchement, si c'était aussi simple, il n'y aurait aucun intérêt à faire une vidéo comme celle-ci. Alors on va parler des prix, bien sûr, mais je développerai ce point-là plus en détail dans la dernière partie de la vidéo, parce que c'est loin d'être le seul critère, et surtout, vous verrez que c'est plus compliqué qu'on pourrait le croire. Enfin, dans la mesure où je vais devoir expliquer pas mal de choses, cette vidéo contiendra moins d'illustrations que d'habitude. Autrement dit, vous allez devoir me supporter davantage. Désolé. Quoi de mieux que de s'installer tranquillement sur son siège à bord de l'appareil et de n'en sortir que pour débarquer à Tokyo Narita quelques heures plus tard. Ou à Haneda, bien sûr, là aussi tout dépend du vol. Évidemment, il faut accepter de rester enfermé pendant 11 à 12 heures environ, c'est la durée moyenne d'un vol Paris-Tokyo en direct, suivant l'itinéraire le plus court, c'est-à-dire par le nord. Itinéraire qui, pour le moment, est quand même pas mal modifié par les compagnies qui assurent toujours la liaison. Ouais, en effet, l'itinéraire habituel survole quasiment toute la Russie. Et vu les circonstances au moment où je prépare cette vidéo, et sans doute au moment où elle sortira aussi, malheureusement, évidemment, il n'est plus question de passer par là pour l'instant. Les compagnies empruntent du coup ce qu'on appelle la route sud, qui évite ainsi les territoires contrôlés par le pitbull du Kremlin là, mais qui rallonge aussi la durée de vol, de plusieurs heures. Si vous partez de Paris et que vous optez pour un vol direct, vous n'aurez le choix qu'entre 3 compagnies, Japan Airlines, ANA, c'est-à-dire All Nippon Airways, et bien entendu Air France. Naturellement, rien ne vous oblige à partir de France, et je n'oublie ni les frontaliers, ni nos amis belges ou suisses, alors on peut rajouter les compagnies Brussels Airlines, Swiss et Lufthansa, notamment pour les Alsaciens et les Lorrains frontaliers qui peuvent décoller de Francfort. Voilà pour les départs les plus proches de l'Hexagone. Alors surtout, ne vous sentez pas laissé pour compte si vous ne vivez pas dans un de ces pays. Quel que soit votre lieu de résidence, la suite va vous concerner aussi. Alors déjà, est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois, il s'agit de la compagnie nationale du pays correspondant ? Sauf pour ce qui est du Japon, parce que là, il y a 2 compagnies. Donc,
Pour simplifier, quel que soit le pays où vous vous trouvez et que vous souhaitez un vol direct, ce sera systématiquement la compagnie nationale ou l'une des deux compagnies japonaises, si elles desservent le pays en question bien sûr. Alors certains vont peut-être trouver que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est pourtant loin d'être une évidence. Mais alors, comment savoir quelle est la meilleure compagnie dans tout ça ? Et rappelez-vous que pour le moment je parle en termes de qualité, pas forcément de prix. Vous vous en doutez sûrement, dans un monde où on ne jure pratiquement plus que par les enquêtes de satisfaction et autres indices de qualité, il est évident que les compagnies aériennes ont elles aussi leur baromètre. Rien à voir avec de simples avis postés sur Facebook ou TripAdvisor, car ici, n'oublions pas que la sécurité entre en jeu. Alors, si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous présenter Skytrax, le site qui récompense chaque année les 100 meilleures compagnies au monde. Et ce, toutes catégories confondues, c'est-à-dire aussi bien en termes de fiabilité, qualité de service, confort ou bien entendu sécurité. Et si on jette un œil au palmarès 2021, allons-nous retrouver une des compagnies citées précédemment sur le podium ? Eh bien oui, puisque la compagnie japonaise ANA arrive 3e, rien que ça. Alors pour rester impartial, les 3 compagnies assurant la liaison Paris-Japon sont classées dans les 10 premiers. Japan Airlines arrive 5e et Air France se classe 10e, ce qui est plus qu'honorable. Quant aux autres que j'ai citées, elles ne sont pas loin derrière évidemment. Enfin sauf une, Bruxelles Airlines, qui elle se retrouve carrément dans les choux. De Bruxelles, forcément. Désolé. Ça, c'était pour le classement officiel, et c'est déjà un très bon indicateur quand on veut s'assurer de voyager dans de bonnes conditions. Mais le facteur prix rentre évidemment lui aussi en ligne de compte. Seulement là, il n'y a pas de classement possible, pas de règle fixe. Il faut comparer les tarifs à l'instant T, et ça peut vite se révéler fastidieux. Oh, je sais ce que vous allez dire, il y a suffisamment de comparateurs de prix sur internet pour ça. Un coup de kayak et le tour est joué, n'est-ce pas ? Mince, non, je devrais peut-être pas parler de kayak parce que si des Belges regardent cette vidéo, ils vont finir par croire que je leur en veux. Bref, n'importe quel comparateur fera l'affaire, de toute façon, ils se valent tous. C'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Oui, là, j'avoue, il y a une part de subjectivité, c'est vrai, mais j'ai de bonnes raisons. Lesquelles, on pourrait en discuter longtemps, mais je vais abréger en vous en donnant une seule. Quand on compare, il faut comparer ce qui est comparable. Et ce genre de site a un gros défaut, il compare tout et n'importe quoi. Donc si on n'est pas un minimum habitué, on a vite fait de s'y perdre. Et de se retrouver avec de mauvaises surprises à l'arrivée. Et parfois même avant le départ. Bon, j'ai dit que j'abrégeais, alors j'en resterai là pour ce qui est des comparateurs. En tout cas, s'il y a bien des gens qui ont la possibilité de voir rapidement sur quelle compagnie on va trouver les meilleurs prix à l'instant T, ce sont les agents de voyage. Entre l'expérience et les outils qu'ils utilisent, il ne leur faudra pas bien longtemps pour vous trouver le meilleur rapport qualité-prix. Bon, on en reparlera dans la dernière partie, passons au vol avec escale. Oui, celle-là, il a vraiment dû se casser la tête pour la trouver. Mais, encore lui ? Mais il va me pourrir toutes mes vidéos dorénavant ou quoi ? Que savez-vous exactement sur le chat ? Mais rien justement, il est apparu dans la vidéo précédente et j'en sais pas plus. Ah oui, vraiment ? Non, déconnez pas les gars. Et si tu revenais au sujet de la vidéo, au lieu de parler à des personnages de série des années 90 ? Oui, entre parler à des personnages de série ou un chat, je sais pas ce qui est le pire. Bref, revenons à nos matous. À nos moutons, oh là là. Si le choix d'un vol direct est relativement restreint et se limite souvent à 2 ou 3 compagnies, lorsqu'il s'agit de vol avec escale, il y a l'embarras du choix. Et les comparateurs internet dont on parlait il y a une minute en sont le parfait exemple. Car dès l'instant où on est disposé à faire une ou plusieurs haltes en cours de route, on a vite fait de se perdre dans les méandres des compagnies aériennes tant le choix peut parfois sembler illimité. Et d'une certaine manière, il l'est. En tout cas sur une destination populaire comme le Japon. En fait, on peut pratiquement s'y rendre avec n'importe quelle compagnie. Et techniquement, c'est le cas. Du moment qu'une compagnie dessert le Japon et votre pays de départ, vous trouverez forcément des vols pour vous y rendre. Après, on peut trier les résultats, bien sûr, mais la tentation est grande de sauter sur le super tarif qui apparaît en tête de liste là, et qui ne vous montrera jamais toutes les infos qui vous permettraient de trier correctement. Il y a donc certaines choses à savoir. Lorsqu'une compagnie étrangère dessert le pays de départ et le pays d'arrivée, si elle n'est pas la compagnie nationale de l'un d'eux, elle fera nécessairement escale dans son pays d'origine. C'est ce que l'on appelle un hub. Non, pas ce genre de hub. Voilà, celui-là. La plupart des compagnies nationales ont un ou plusieurs hubs dans leur pays d'origine, et parfois même dans d'autres pays.
Par exemple, le hub principal d'Air France, c'est Paris-Charles de Gaulle. Alors maintenant, imaginons que vous ayez trouvé un super tarif avec une compagnie comme, disons, Aéromexico. Exemple totalement fictif et pratiquement improbable, mais pourquoi pas. Il y a de bonnes chances pour que vous deviez faire escale à Mexico au minimum, et peut-être bien aussi aux États-Unis ensuite. Et ce, avec des temps de correspondance pouvant vous imposer de passer la nuit dans un ou l'autre aéroport de transit. Au final, vous aurez certes gagné quelques euros sur le prix du billet, mais vous arriverez au Japon après pas loin de 36 heures de voyage, et avec le décalage horaire, vous aurez perdu 3 jours faciles. Bon, je sais, l'exemple est totalement absurde, mais c'est volontaire, bien sûr. Et j'ai rien contre la compagnie Aéromexico, je précise. Bon, vous vous en doutez un peu, quitte à faire une escale, autant que celle-ci soit sur la route la plus directe vers l'Asie, évidemment. Et c'est là qu'il vaut mieux connaître un peu sa géographie. Ou avoir Google Maps ouvert quand on fait sa réservation. Oui, je troll un peu, mais il arrive que des gens ne sachent même pas où se trouve Kuala Lumpur. Si, je vous assure, j'en connais. Redevenons sérieux et tâchons de répondre enfin à la question que vous vous posez forcément. Avec un tel choix de compagnie, quels critères vaut-il mieux privilégier? Et dans le lot, laquelle est la meilleure? Bon, ça fait 2 questions, mais je vous ai à la bonne, alors je vais vous répondre. En fait, il faut déjà se poser une autre question. Quelle ville choisir pour faire escale? Partons du principe que l'on part de Paris et que l'on atterrit à Tokyo. Le but, c'est d'éviter de faire un gros détour. Donc on a le choix entre le plus direct, c'est-à-dire Moscou... Non, pas Moscou, c'est pas une bonne idée là. Tiens, au moins sur ce coup-là on était d'accord. Effectivement, vu les circonstances actuelles, évitons Moscou. Ça nous laisse donc le choix entre les pays du Golfe Persique, comme les Émirats, le Qatar ou le Bahreïn, l'Inde avec Delhi ou Mumbai, la Chine via Pékin ou Shanghai, Hong Kong, la Corée, du Sud évidemment, par Séoul, et les pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam ou Singapour. Et ça, ça nous fait déjà un bon paquet de compagnies, croyez-moi. Parce que rien que sur la Chine, il y en a déjà au moins 3 ou 4. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, commençons par viser la qualité avant de regarder les tarifs. Qu'est-ce que nous dit Skytrax pour ces différentes compagnies? Bon, rien que dans les 10 premières, on a le choix. Numéro 1, Qatar Airways, donc la meilleure compagnie au monde selon ce classement. Et en vrai, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'elle squatte le podium. Suivi en numéro 2 par Singapore Airlines. Emirates arrive 4ème et Cathay Pacific 6ème. Alors, je vous ferai pas l'affront de vous dire quelle est l'origine d'Emirates, je pense que là tout le monde a compris. Quant à Cathay, elle a son principal hub à Hong Kong. Et pour ce que j'en sais, de par les retours d'anciens clients, c'est effectivement une très bonne compagnie. Il est facile de penser qu'un vol avec escale sera nécessairement moins cher qu'un vol direct. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas non plus une généralité. Certaines compagnies pratiquent effectivement une politique tarifaire plus agressive. Cela peut être lié au niveau de vie dans les différents pays, mais aussi au coût du carburant, par exemple, qui n'est pas le même pour tout le monde, on est bien placé pour le savoir ces derniers temps. En Europe, la plupart des compagnies pratiquent plus ou moins les mêmes tarifs, généralement dans une fourchette haute, on va dire. Ce qui fait que si vous partez avec Air France, Lufthansa ou British Airways, vous trouverez des prix sensiblement identiques. Idem pour Japan Airlines ou ANA d'ailleurs. Quant aux compagnies dont on a parlé il y a un instant, il y a parfois de grandes disparités entre elles. Alors pour reprendre les 4 que j'ai cités, la palme de la compagnie proposant les tarifs les plus élevés revient incontestablement à Singapore Airlines. J'avoue qu'au cours de ma carrière, j'ai rarement vu des tarifs très attractifs avec eux. Il peut y avoir des promos de temps en temps, bien sûr, mais globalement, les prix seront les mêmes qu'avec une compagnie européenne. Par contre, il paraît que la qualité est vraiment au top. Les autres, en revanche, sont déjà plus abordables. Cathay Pacific peut certes proposer des tarifs un peu élevés également, mais elle a aussi souvent des promos intéressantes, et pour peu qu'on s'y prenne suffisamment à l'avance, les prix peuvent être vraiment plus attractifs. Quant aux compagnies du Golfe comme Qatar ou Emirates, je suppose que vous devez peut-être penser que ce sont les plus chers, en plus d'être les meilleurs au monde. Et c'est une grosse erreur que de penser ça, parce que c'est tout le contraire en fait. En vrai, il sera très difficile de trouver moins cher que ces compagnies-là. Ça semble paradoxal, mais d'un point de vue rapport qualité-prix, il n'y a clairement pas photo. Oh, bien sûr, on peut aussi tomber sur des tarifs élevés. Je l'ai dit et je le répète, qu'il faut comparer à l'instant T. Et la destination entre aussi en ligne de compte. Mais je vais revenir sur tout ça dans la dernière partie. Il reste une dernière catégorie de vols avec escale dont on n'a pas parlé jusqu'ici. Les vols avec pré- ou post-acheminement.
ce sont les vols au départ de province par exemple, ou avec une arrivée dans une ville autre que celle desservie par les vols long courriers. Par exemple, une personne partant de Nice transitera nécessairement par Paris avant de rejoindre Tokyo. Idem pour quelqu'un qui part de Francfort à destination de Fukuoka et qui fera donc escale à Tokyo. Dans ces cas-là, du moment que vous achetez votre billet sur la même compagnie, cela reviendra au même que d'acheter un vol direct. Vous ne le payerez pas plus cher, même s'il y a un vol en plus. En revanche, si vous avez trouvé un super tarif, avec Qatar par exemple, et que vous partez d'une ville de province en avion pour rejoindre Paris-Charles de Gaulle, il vous faudra acheter un second billet pour les vols court courrier. Et dans ce cas, à moins de trouver des vols low cost bien sûr, peut-être qu'il vaudrait mieux privilégier un autre moyen de transport, comme le train par exemple. Oui, ça fait partie des infos que je voulais vous donner dans cette vidéo. Alors si vous ne le saviez pas, c'est une règle très importante si vous voulez éviter de, je sais pas moi, devoir braquer une banque par exemple, pour vous payer le billet d'avion, ne mélangez jamais les compagnies aériennes sur un même billet. Sauf si elles appartiennent à la même alliance ou si elles opèrent ensemble sur la même ligne, on en reparlera tout à l'heure. Alors, en général, de tels billets ne peuvent pas être proposés à la vente, parce qu'il n'existe très souvent pas de tarifs correspondants chargés dans les plateformes de réservation. Mais ça peut malgré tout se produire de temps en temps. Et là, il vaut mieux rester vigilant. Ou alors passer par une agence de voyage, qui, elle, a la possibilité de voir ça au premier coup d'œil sur son outil de réservation. Bref, retenez juste ça, pas de mix entre les compagnies. Sauf les cas qu'on va voir dans la dernière partie, mais avant ça, il me reste à vous parler un peu des aéroports japonais. Le choix de la compagnie aérienne peut dépendre également de l'endroit où vous souhaitez atterrir au Japon, à moins que cela vous soit indifférent bien sûr. Même si la plupart des compagnies desservent les 3 aéroports internationaux du pays, les rotations sont évidemment très différentes et vous n'aurez peut-être pas trop le choix si vous n'êtes pas flexible au niveau des dates. Et réciproquement, si vous voulez atterrir dans un aéroport bien précis, vous n'aurez sans doute pas trop le choix dans la date. Il existe donc 3 aéroports desservis par les compagnies dont nous avons parlé, 2 à Tokyo et 1 à Osaka. Oui, il existe même des vols directs pour Osaka, il faut juste savoir qu'il s'agit en fait de l'aéroport de Kansai International. Quant aux 2 aéroports tokyoïtes, il s'agit bien sûr de Narita et de Haneda. Hormis les dates de votre voyage, le choix peut se faire selon 2 critères principaux. Le premier, c'est la distance par rapport à la capitale japonaise. Si vous êtes plutôt pressé d'arriver pour commencer à visiter Tokyo, vous privilégierez sûrement l'aéroport de Haneda, situé sur une île dans la baie de Tokyo, mais qui permet d'accéder en ville très rapidement en métro, par opposition à l'aéroport de Narita, qui est particulièrement excentré au nord de la capitale. Là, vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre le train ou le bus pour rejoindre celle-ci. En train, le trajet dure près d'1 heure environ. C'est dire si l'aéroport n'est pas tout près. Autre critère de choix, c'est si vous êtes en correspondance pour un vol domestique vers une autre ville du Japon. Dans ce cas, il y a de grandes chances pour que vous atterrissiez plutôt à Haneda. Et là, le choix de la compagnie sera plutôt restreint puisque ce sera nécessairement l'une des 2 compagnies japonaises. Évidemment, vous pouvez très bien avoir fait le choix de voyager sur une autre compagnie. Et dans ce cas, comme on l'a vu tout à l'heure, vous devrez acheter un autre billet sur une compagnie japonaise pour vous rendre à votre destination finale. Comme ici, il existe bien sûr des compagnies low cost au Japon, comme Peach ou Jetstar par exemple. Alors, je dis ça à titre informatif uniquement, j'essaie pas de vous décourager de prendre les compagnies nationales pour les vols domestiques, que ce soit en Europe ou au Japon. Cependant, si la question du coût est importante pour vous, et je suppose qu'elle l'est pour pas mal de gens, il est évidemment préférable de privilégier un vol low cost sur une liaison court courrier. Les compagnies régulières pratiquent des tarifs qui peuvent parfois être aussi élevés sur un vol domestique que pour un vol international. Eh oui. J'ai dit plus tôt dans la vidéo qu'il valait mieux éviter de mélanger les compagnies aériennes sur un même billet. Et je parie que pourtant certains ont déjà pris une compagnie à l'aller et une autre au retour. C'est effectivement possible, pour plusieurs raisons. D'abord, il peut s'agir de compagnies appartenant à la même alliance aérienne. Sans trop rentrer dans les détails, les alliances sont des regroupements de compagnies avec des intérêts communs. Il en existe 3, SkyTeam, OneWorld et Star Alliance. Je ne vais pas vous faire la liste des compagnies qui les composent, vous les trouverez sans peine sur internet. Évidemment, toutes les compagnies n'appartiennent pas forcément à une alliance non plus. Ensuite, il peut s'agir de compagnies appartenant à un même groupe. Le meilleur exemple étant celui de Lufthansa qui compte, en plus de la compagnie éponyme, Brussels Airlines, Swiss ou encore Lot Polish Airlines, la compagnie polonaise.
Et pour ce qui est du Japon, il arrive assez souvent qu'on trouve des vols Lufthansa en correspondance avec des vols ANA, car les deux font partie de la même alliance. Enfin, il y a les liaisons partagées ou codeshares. Ce sont des vols affrétés par une compagnie, mais opérés par une autre. Ce qui peut s'avérer un peu déroutant lorsqu'on ne connaît pas le système. Alors, en effet, pour reprendre l'exemple que je viens de donner à l'instant, vous pouvez très bien avoir réservé un billet sur ANA et voyager à bord d'un appareil de la Lufthansa, par exemple, si le vol est opéré par les deux compagnies. Et vice-versa, naturellement, parce que dans ce cas, les deux compagnies vendent le même vol. Mais en dehors de ces cas bien particuliers, vous ne pourrez pas mélanger des compagnies qui n'ont pas un de ces liens entre elles. Alors c'est un peu compliqué et la vidéo est déjà assez longue, alors next. On a vu aussi que pour ce qui est des tarifs, il était très difficile de comparer. Hormis pour quelques compagnies réputées pour proposer des tarifs attractifs, les autres pratiquent des politiques tarifaires assez similaires. Et pourtant, sur un même vol, il y aura toujours des gens qui auront payé leur billet à des tarifs raisonnables et d'autres qui l'auront payé une vraie fortune. Et sans le savoir, ces personnes seront peut-être même assises les unes à côté des autres. Alors pourquoi ? Pourquoi une telle disparité est-elle possible ? Bon, je passe rapidement sur les idées reçues pour le moins farfelues qui circulent sur le net, notamment celles qui prétendent qu'il vaut mieux réserver tel jour de la semaine plutôt qu'un autre, et qui ne reposent sur rien, évidemment. Parce que la première chose qui déterminera le prix du billet, c'est tout simplement la disponibilité restante à bord au moment de votre réservation. Et oui, c'est un peu comme pour le train. Bon, sauf que c'est quand même un chouïa plus compliqué. Euphémisme, bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'il faut comparer à l'instant T, et que les prix peuvent varier parfois d'une seconde à l'autre. Concrètement, plus un appareil est rempli, et plus les tarifs vont augmenter. C'est aussi simple que ça. Mais bien entendu, il n'est pas possible pour le grand public de connaître la disponibilité en temps réel sur un vol. Pour ça, il faudrait disposer des outils réservés aux agences de voyage. Et voilà pourquoi je disais aussi que les personnes qui travaillent en agence peuvent voir ça au premier coup d'œil et trouver rapidement le meilleur rapport qualité-prix. Ce qu'aucun site internet ne vous permettra de faire, soit dit en passant. Évidemment, la conséquence logique, c'est qu'on est sur une règle du premier arrivé, premier servi. Et ça, pour le coup, c'est vrai, que plus vous vous y prendrez tôt pour réserver, plus vous avez de chances d'obtenir des tarifs intéressants. Mais le prix du billet, il est aussi déterminé par un certain nombre d'autres facteurs. Les conditions de modification et d'annulation, par exemple. Un billet non remboursable sera toujours moins cher qu'un billet totalement flexible. Logique. Et même chose pour les bagages en soute. La plupart des compagnies régulières incluent généralement un bagage par défaut. Mais ça a tendance à changer depuis quelques années, et on peut désormais trouver des billets sans bagages inclus. Ouais, les compagnies low cost ont fait des émules. Et en parlant de bagages, là je vais me permettre un petit aparté pour dézinguer une autre idée reçue. J'ai plusieurs fois vanté les mérites des agences de voyage dans cette vidéo, et je conclurai d'ailleurs là-dessus dans un instant. Mais en revanche, s'il y a bien une chose sur laquelle une agence ne pourra malheureusement rien faire pour vous aider, c'est en cas de perte ou de retard des bagages. Dans ce cas-là, seule la compagnie aérienne est compétente, car elle a la responsabilité de vous acheminer, vous et vos bagages. Et c'est auprès d'elle et d'elle seule que vous devrez porter réclamation. Alors oui, les agences ont des contacts auprès des compagnies et elles peuvent gérer un grand nombre de problèmes avec elles, c'est vrai. Mais celui-là, c'est un des rares qui n'en fasse pas partie. Fin de la parenthèse. Pour terminer sur la question du coût des billets, il y a bien d'autres critères qui rentrent en ligne de compte et que je ne développerai pas ici, comme le temps de séjour sur place, les classes de réservation, rien à voir avec éco-business tout ça, hein, la date de la réservation, etc., etc. Les tarifs s'expliquent aussi par le prix du carburant, bien entendu, et Dieu sait qu'en ce moment, il ne cesse de monter à cause de ça. Hein. Mais un autre paramètre entre lui aussi en ligne de compte, c'est les taxes aéroports. Dès l'instant où un avion se pose sur un aéroport, la compagnie doit payer des taxes. Et croyez-moi, elles sont très nombreuses et elles peuvent parfois représenter une grosse part du prix du billet. Et bien entendu, elles varient d'un aéroport à l'autre. Quoi qu'il en soit, plus un avion reste au sol et plus la compagnie paye de taxes. Et là, vous avez l'explication des tarifs low cost par la même occasion. Parce que c'est de cette façon que ces compagnies ont pu faire baisser les prix drastiquement, en restant le moins longtemps possible à l'aéroport. On atterrit, on fait sortir les passagers, souvent sur le tarmac, et à peine débarqués, hop, on fait rembarquer les suivants et zou, on décolle. À présent, vous comprenez mieux, j'espère, pourquoi les billets sont moins chers sur certaines compagnies.
Alors il y a pas mal d'idées reçues ou d'informations méconnues du grand public dont j'aimerais vous parler, mais on n'est pas là pour faire un cours sur l'aérien non plus, hein, et cette vidéo est déjà la plus longue de la chaîne, alors on va en rester là. Et je voudrais finir par une dernière mise au point. J'en parle depuis le début de la vidéo et vous comprendrez, je pense, que ça me tienne à cœur, hein, pour avoir été dans ce métier pendant 10 ans. Je sais bien qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous se disent que tout peut se faire en ligne et que c'est stupide de passer par une agence de voyage. Je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais le fait est que c'est tout sauf stupide. Je sais que vous allez me répondre, pour la plupart, « Oui, mais c'est moins cher de réserver en ligne. » Oui, c'est sûrement vrai. Je vais pas dire le contraire. Mais n'oubliez jamais que ce que vous paierez en plus auprès d'une agence, c'est avant tout un service. Déjà, le plus gros avantage, c'est que vous n'aurez à vous soucier de rien. Aucune recherche, ni aucune comparaison à faire. Vous récupérez vos billets, vos vouchers d'hôtel éventuellement, et vous n'avez plus qu'à faire vos valises et embarquer. Le service, c'est aussi en cas de pépin, ce que personne ne souhaite, évidemment, hein. Mais hormis le cas des bagages dont j'ai parlé tout à l'heure, ou si vous avez manqué un vol parce que vous vous êtes pas réveillé, eh ben vous aurez un interlocuteur et un seul, votre agence. Parce que la cerise sur le gâteau, c'est lorsqu'un voyageur rencontre un problème lors de son voyage qu'il a réservé lui-même en ligne, hein, bien sûr, après des heures passées à tout éplucher, et qu'il s'aperçoit qu'il n'arrive à joindre personne ou qu'on le renvoie d'un service à l'autre, et que là, à bout de nerfs, il entre dans la première agence pour se plaindre et demander qu'on lui rembourse quelque chose. Ce que l'agence en question refusera évidemment de faire. Alors, non pas par mauvaise volonté, mais simplement parce qu'un prestataire, quel qu'il soit, agence ou plateforme en ligne, est propriétaire de ses dossiers de réservation. Aucun autre prestataire ne peut y accéder. Simple question de sécurité et de confidentialité. Personne ne songera à aller se plaindre au supermarché du coin d'un produit qu'il a acheté en ligne sur un site douteux, simplement parce que le supermarché vend le même produit. Et c'est pourtant ce que vivent de nombreux agents au quotidien. Alors, je suis pas en train de vous dire Internet c'est mal, passez par une agence, vous ferez une bonne action. Non, chacun est libre et je vous ai donné, je l'espère, suffisamment d'infos durant cette vidéo pour vous y aider. Quelque part, ce sont plutôt mes ex-collègues qui devraient m'en vouloir là. Mais au moins, à présent, vous avez toutes les cartes en main et vous pourrez décider ce qui est le mieux pour vous. Et la réponse à la fameuse question, me direz-vous, quelle est la meilleure compagnie pour aller au Japon ? C'est vrai ça ? Il serait peut-être temps d'y répondre, non ? Bon, je parie que la plupart d'entre vous ont zappé les chapitres précédents de la vidéo pour arriver directement ici, pas vrai ? Alors, vous avez compris, je pense, qu'il y a un grand nombre de facteurs à prendre en compte et qu'il n'y a donc pas de réponse universelle à cette question. C'est pourquoi je vais vous dire ce que moi je choisirais tout simplement. Bien sûr, je comparerai à l'instant T, mais dans l'absolu, si je devais faire là, maintenant, un Paris-Tokyo en vol direct, je choisirais ANA, All Nippon Airways. Il se trouve que j'ai déjà voyagé sur les 3 compagnies et c'est franchement celle que j'ai préférée. Bien sûr, c'est subjectif, hein. Je ne dénigre aucune autre compagnie. Et si je devais choisir un vol avec escale, ce que je ferais a priori sans doute pour réduire le coût du voyage, eh ben je prendrais Qatar Airways. Pas seulement parce que c'est la meilleure compagnie d'après Skytrax, mais aussi parce que c'est clairement une des moins chères et que j'ai là aussi eu l'occasion de voyager avec eux une fois. Et en termes de qualité de service et de confort, il y a vraiment rien à dire. À part peut-être pour le choix des films. Ça manquait de films japonais. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser après cette très longue vidéo. Bravo si vous avez tout regardé jusqu'ici, sincèrement. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que je vous ai pas trop assommé avec toutes ces infos. Je compte sur vous pour partager si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Matane!